souvent, il va avoir des mauvaises pointures. C'est pas rare en cabinet qu'on retrouve un 5e orteil avec un ongle qui est très abîmé. La chaussure, un tiers des Français portent la mauvaise pointure. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé et la santé de vos pieds ce matin. C'est pas souvent qu'on fait des émissions sur les pieds et c'est bien dommage. J'ai invité Pierre Singer. Bonjour et bienvenue. Merci de m'inviter. Vous êtes le pédicure podologue au nœud papillon. C'est votre signature. Oui, c'est ma petite signature. En fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois, c'est une marque de respect en fait pour les gens, je pense, de bien s'habiller. Ça leur marque une certaine affection. Ça veut dire quelque chose sur la préparation aussi. Quand on écrit un livre pendant un an, qui justement a une mission, un intérêt pour le grand public. Et ça veut dire aussi que, bon, au fond, est-ce qu'on est obligé de se prendre tellement au sérieux ? Mais ça vous vient d'où le nœud papillon ? À un moment donné, vous êtes dit pour la première fois, je vais mettre un nœud papillon. Bah, en fait, est-ce que c'était quelque chose que vous mettiez avant d'aller sur les réseaux ou vous l'avez mis sur les réseaux ? Oui, non, c'est vraiment bizarre en fait. C'est un accessoire qui est arrivé, j'avais 7-8 ans, un mariage. On m'avait dit que j'étais le plus beau des petits garçons à ce moment-là. Et en fait, c'est resté et j'ai décidé de garder ça. D'en faire votre signature. Ouais, et finalement, non, vous pouvez me croiser dans la rue avec un nœud papillon. Alors, pas toutes les occasions. Moi, je fais du sport, je fais du badminton. J'ai pas de nœud papillon à cette occasion-là. Voilà, mais j'ai pas attendu d'être sur les réseaux pour en porter de manière occasionnelle. Vous êtes le créateur de la chaîne YouTube Allo Podo. Depuis des années, vous soignez des pieds et c'est une vocation. Vous adorez ça. Oui. C'est pas une punition. Ah non, c'est pas une punition, pas du tout. Alors, moi, j'ai eu la vocation parce que déjà, c'est un métier qui est pas forcément très connu. On n'est que 14 000 podologues en France. Et ce côté un petit peu discret de la profession, j'avais envie de m'y insérer, j'avais envie de donner une voix, j'ai envie de la faire connaître parce que je pense que les pédicures podologues ont besoin un petit peu de bomber le torse, de dire on est les experts de la santé du pied et on a un rôle très important à mener dans la société parce qu'aujourd'hui le constat c'est que 2/3 des Français ont mal aux pieds, donc on a un rôle à jouer. Vous avez dit expert, beaucoup vous appellent les médecins des pieds. Bon, même si vous n'êtes pas médecin, mais beaucoup disent oui, c'est les médecins des pieds. Les podologues, en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est ça. Oui, alors on est paramédicaux, professionnels de santé, mais on n'est pas médecin, on n'a pas de doctorat en médecine. Nous, notre métier, ça va être donc d'une part la pédicurie, ça va être le soin de la peau, le soin des ongles, et la podologie, ça va être le traitement de l'appareil ostéo-articulaire, donc souvent par le biais d'appareillages comme des semelles orthopédiques, des orthonixies, des petites lamelles pour redresser les ongles, des orthoplasties, des petits manchons en silicone pour protéger les orteils, tout ce qu'il faut pour protéger nos articulations, nos tendons, nos muscles. Donc vous êtes des paramédicaux. Exactement, c'est ça. Vous êtes pris en charge par la sécurité sociale ? Oui, on a plusieurs actes qui sont pris en charge par la sécurité sociale, notamment les soins des personnes diabétiques dans le cadre de la prévention des plaies. Il faut savoir que une plaie diabétique peut empirer. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure du temps, l'excès de glycémie va créer des dommages sur les fibres neurologiques les plus en périphérie, et donc les pieds sont qu'on appelle le pied diabétique. Le pied diabétique, et donc on va moins sentir. Qu'est-ce que ça va donner ? Si vous faites une petite blessure, vous allez la détecter par la douleur. Quelqu'un qui est diabétique ne va pas forcément le sentir. Il va se faire une petite blessure au début, il va marcher dessus, et en marchant dessus, il va entretenir une plaie. Ça peut donner, dans les cas les plus extrêmes, une amputation. Et une amputation, ça coûte très cher à la communauté, entre 2 000 et 5 000 euros, vous imaginez ? Sans parler d'argent, c'est quand même... c'est affreux. Sans parler d'argent, mais justement... On est remboursé par la sécurité sociale parce que souvent, c'est une question. La santé, on dit souvent, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. C'est un coût. C'est vous qui prescrivez les semelles orthopédiques, vous avez commencé à en parler. Alors, on fabrique des semelles orthopédiques et effectivement, il y a une réforme. Peu de gens le savent, mais on peut s'auto-prescrire des semelles orthopédiques de manière à ce que les gens puissent directement se rendre chez le pédicure podologue. C'est une reconnaissance, bien entendu, de notre compétence de soignant, de diagnosticien et de clinicien. Et ça, c'est pris en charge par la Sécu aussi. Et de la même manière, effectivement. De la même façon. Même si l'examen n'est pas forcément. Même si la consultation n'est pas forcément prise en charge. Mais c'est une subtilité. C'est une subtilité, ouais.
De manière aussi que les verrues plantaires, on peut les traiter et il peut y avoir une participation de la sécurité Et là, sociale. on a droit à combien de séances ? Et là, on a droit à 4 séances. Voilà, il faut le savoir aussi, parce qu'il y a des verrues plantaires qui sont récalcitrantes et pour lesquelles il faut plus de 4 séances, même si vous arrivez à bout des verrues en moins de 4 séances. Absolument, ça va dépendre de l'ancienneté, de la profondeur des verrues et on va avoir dans notre arsenal plusieurs méthodes de traitement. On peut avoir des cryothérapies qui sont légères, des applications de pommades à base d'acide glycolique qui vont nécessiter généralement plusieurs applications et généralement on va revoir le patient 1 à 2 fois par semaine, mais ça donne des très bons résultats et les gens ne le savent pas suffisamment. Vous pouvez prescrire des médicaments ? On ne peut pas prescrire des médicaments qu'on va avaler. On va pouvoir prescrire des topiques locaux, donc des crèmes par exemple pour traiter une mycose entre les orteils. Ouais. On va pouvoir prescrire des vernis pour les mycoses sur les ongles. On va pouvoir bien sûr prescrire des pansements, des désinfectants, mais on ne va pas pouvoir prescrire des traitements généraux. Alors vous publiez « Prenez soin de vos pieds » chez DBS, montrez-le. Vous avez passé 1 an sur ce livre. Alors vraiment, vous passez en revue toutes les pathologies des pieds. Vous disiez tout à l'heure, 2 tiers des Français souffrent de douleurs aux pieds et 1 tiers des adultes portent la mauvaise pointure de chaussures. Oui, Ça m'a tué. oui, ça vous fait rire, mais en fait, Quel est l'intérêt d'être dans des chaussures qui ne sont pas votre taille ? Elles sont trop grandes ou trop petites ? Alors, la chaussure, c'est pas seulement un objet utile, c'est aussi un objet social. Donc forcément, c'est un marqueur. Vous traduisez quelque chose avec les vêtements que vous portez, la chaussure en fait partie. Et le fait est que souvent, chez les femmes en particulier, il va y avoir des mauvaises pointures. Les femmes vont porter beaucoup de chaussures très serrées. C'est pas rare en cabinet qu'on retrouve un 5e orteil avec un ongle qui est très abîmé. Et souvent d'ailleurs c'est confondu avec une mycose. Parce qu'on a un ongle qui est un petit peu cassé, un petit peu jaune, un petit peu rétréci. Alors... la chaussure, 1 tiers des Français portent la mauvaise pointure. Les enfants aussi, c'est très important d'avoir la bonne pointure. Et avec des pieds qui changent tout le temps ? Absolument, ils changent très vite. Vous allez prendre 3 pointures dans la première année. 2e année, vous allez prendre 3 pointures supplémentaires. Et ensuite, ça va un petit peu se tasser dans le temps jusqu'à 14 ans, jusqu'à la croissance définitive du pied. Et ça va être pourvoyeur de nombreuses pathologies. Par exemple, l'ongle incarné chez le bébé. Plus tard... Chez le bébé, vous vous rendez compte, chez le bébé ? Oui, chez le bébé. Alors qu'on ne soupçonne pas forcément que les bébés ont des ongles incarnés. Faites bien attention d'abord aux pyjamas. Ils prennent le pied, les pyjamas, et il grandit très vite bébé. Donc là, c'est le classique. Ils sont serrés au niveau des ongles. L'ongle, il va s'incarner non pas parce que c'est l'ongle qui rentre dans la chair, mais c'est la chair qui est rabattue contre l'ongle. On va prescrire des topiques désinfectants. Généralement, ça se règle très bien. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une koiloniki. Ça veut dire un ongle en forme de cuillère. C'est un ongle qui va un petit peu remonter vers le haut. C'est des choses qui sont pas très graves, qui se règlent bien. Au lieu d'avoir un ongle bombé, en fait. Voilà, au lieu que ce soit bombé, c'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse. C'est des choses qui se règlent bien avec le temps. Mais il y a des choses qui peuvent devenir irréversibles. Par exemple, on va parler de l'hallux valgus. Alors l'hallux valgus, il faut se dire que c'est une pathologie un petit peu comme la bosse de l'écrivain. Quand vous avez un os qui est soumis à une pression, par exemple le stylo, et il va se défendre en produisant de l'os, une exostose on appelle ça. C'est une pseudo-tumeur osseuse. Et au niveau du pied, c'est exactement la même chose. Si vous portez des chaussures... Alors c'est souvent au niveau de l'orteil, du gros orteil. Du gros orteil, effectivement. Si vous portez des chaussures un petit peu trop serrées, un petit peu trop rigides, l'hallux valgus va se développer. Alors, c'est une pathologie en grande partie génétique, mais qui, dans ses phases douloureuses, va souvent se déclencher à partir de la chaussure. On parle beaucoup de la hauteur des talons, c'est vrai, mais c'est surtout l'espace que vous avez à l'avant-pied qui est important. Donc c'est la largeur. C'est la largeur. Et là, le choix de la chaussure est capital. Il faut choisir une chaussure bien souple et large, qui ne va pas contraindre votre pied, parce qu'une chaussure ne doit pas le bloquer dans son mouvement naturel. Il doit pouvoir s'étaler. Faut surtout pas se dire que, attention, si je porte des chaussures larges, dans ce cas-là, je vais avoir mon pied qui s'élargit. Non, il faut le laisser s'élargir naturellement. Il est fait pour ça. Et également, un petit contrefort postérieur, c'est la partie rigide au niveau du talon qui tient bien votre pied dans sa chaussure. C'est tout. À part ça, il faut garder votre chaussure la plus souple et large possible. Si je suis à la demi-pointure, ça arrive souvent, les gens qui font du 38,5, 39, 39,5, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans du 39 ou je vais dans du 40 ? Alors, à choisir, moi j'ai toujours envie d'être plutôt large dans des chaussures, quitte à mettre une petite semelle de propreté qu'on peut acheter, une petite semelle en cuir.
Vous pouvez aussi vous dire que votre chaussure, il faut l'essayer le soir, lorsque le pied a déjà gonflé. Si vous flottez un poil dedans le matin, votre pied va gonfler naturellement avec la chaleur et avec justement le fait qu'on ne marche pas assez, on est beaucoup debout, le sang stagne dans le pied, il gonfle. Donc n'hésitez pas à les prendre un petit peu plus larges. Vous avez aussi le cordonnier, qui est votre meilleur allié, qui va pouvoir déformer un petit peu la chaussure, forcer les chaussures avec des formats forcés pour les adapter un peu plus à votre morphologie, et aussi choisir des matériaux bien souples comme du tissu, comme du daim, des choses qui vont vraiment pouvoir se conformer à votre morphologie. C'est la chaussure qui s'adapte au pied, c'est pas le pied qui doit s'adapter à la chaussure. Souvent, quand vous allez acheter des chaussures, alors au moment des soldes, vous allez chez le marchand, il dit vous inquiétez pas, elles vont se faire à votre pied. Pourquoi vous dites que c'est faux de dire que la chaussure va se faire à votre pied ? En fait, de la même manière qu'on va développer des hallux valgus avec des chaussures trop serrées, c'est la même chose. Les corps sur les orteils en griffe qui viennent frotter et faire des rougeurs, tout ça, c'est des phénomènes de pression. Au début, ça peut passer complètement inaperçu si vous ne regardez pas vos pieds après les avoir chaussés. Il faut être attentif à la moindre rougeur. À force d'appuyer sur vos articulations, elles vont prendre la forme de la chaussure, elles vont se déformer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pieds de plus en plus douloureux au fur et à mesure du temps. Donc non. Non. Pas de chaussures trop petites. Pas de chaussures trop petites. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, et c'est pour ça aussi que je loue la sneakers. Parce qu'on a tous appris... Alors quand vous dites que vous louez la sneakers, c'est pas que vous avez un magasin de location de sneakers. Hein. Je loue les bienfaits de la sneakers. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, donc c'était il n'y a pas si longtemps, il y a une petite dizaine d'années. Ça avait mauvaise réputation, notamment pour les pieds. Absolument. Ouais. En fait, on expliquait que la bonne chaussure, c'est la chaussure en cuir, rigide, avec des cuirs pleines fleurs, de bonne qualité, des contreforts très rigides, pourquoi pas même des tiges montantes, c'est-à-dire la partie en cuir qui est sur le sommet de votre chaussure qui doit bien tenir votre pied. Que disaient mes professeurs à cette époque-là ? Ils me disaient que la sneakers va créer des méfaits absolument terribles, que les patients allaient avoir énormément de pathologies à cause de ça, qu'ils allaient avoir mal et arriver en criant et en se bousculant devant votre cabinet. Le fait est que moi je vois tout le monde en sneakers dans la rue et je vois personne se traîner par terre de douleur. Non, c'est pas ça qui va créer les problèmes de pied qu'on a aujourd'hui. Les problèmes de pied qu'on a aujourd'hui, c'est principalement la mauvaise pointure. Ça va être aussi des négligences en termes d'hygiène et d'entretien régulier de vos pieds, par exemple les bonnes coupes d'ongles. On en parlera tout à l'heure. Voilà, tout ça. Et donc la sneaker, c'est plutôt une bonne chaussure en fin de compte. Voilà, pour tous les parents qui nous ont traumatisés toute notre vie en disant non, c'est mauvais, tu vas avoir mal aux pieds, c'est pas vrai. En tout cas, il n'y a pas de... c'est pas prouvé. Finalement, la recherche scientifique s'est développée et elle a répondu à cette question. Non, c'est pas pourvoyeur de pathologies particulières. Alors bien sûr, faut pas rentrer dans les excès. Vous allez pouvoir trouver en rayon course à pied des chaussures avec des semelles très épaisses, très molles, qui ne tiennent pas du tout le pied. Bon, ça, c'est des chaussures qui sont faites pour faire du sport. Voilà. Donc on ne les porte pas tous les jours. Mais là, je parle de la sneaker, c'est-à-dire la chaussure plate avec une semelle en caoutchouc suffisamment épaisse, mais plutôt rigide. Voilà, en caoutchouc, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Voilà, Pierre Schienger est notre invité aujourd'hui, podologue, pédicure podologue. Hein. On est forcément les deux ? Ou on peut être que podologue ou que pédicure ? Alors, on est tous formés pour être pédicure podologue. Parce que c'est très complémentaire. Un problème de déformation de pied type hallux valgus va entraîner effectivement des douleurs articulaires, mais aussi de par la compression entre les orteils, pourquoi pas des déformations d'ongles, et par conséquent là la pédicurie va être complémentaire. Après on peut effectivement faire le choix en tant que pédicure podologue de se spécialiser dans un domaine ou dans un autre. D'accord. Comment on redresse un hallux valgus ? Alors par pitié, évitez les choses inutiles. Alors il y a plusieurs études qui ont montré que les écarteurs d'orteils, les attelles type contention nocturne, soi-disant redresseur nocturne, ne redresse pas un hallux valgus.
Ce que ça peut peut-être C'est ce qu'on faire... appelait les oignons avant, peut-être. Les oignons. Ouais, c'est vrai qu'avant, oui, voilà, c'est ça. On appelait ça les oignons. Alors maintenant, c'est vrai que c'est plus chic. C'est plus chic et ça, en fait c'est de plus en plus connu le mot hallux valgus parce que c'est une pathologie qui est très courante, qui est très féminine d'ailleurs, 85% de femmes. Et du coup, l'hallux valgus en particulier. Comment on le redresse? Alors, vous avez un seul moyen finalement de redresser un hallux valgus. C'est l'opération. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être qu'on peut prévenir l'aggravation d'une déformation d'hallux valgus avec des écarteurs, mais en tout cas, vous ne le redressez pas. Les semelles orthopédiques peuvent être intéressants aussi pour réduire les douleurs de l'hallux valgus. Bien sûr, ne pas négliger la chaussure, ça on l'a bien dit. La seule méthode vraiment efficace pour traiter un angle d'hallux valgus, le redresser, c'est l'opération. Comment on sait que c'est le bon moment pour le faire d'ailleurs ? Alors les indications, il y en a deux principales. C'est soit vous avez des douleurs handicapantes quotidiennes, donc il y a une vraie répercussion dans vos activités de tous les jours, soit vous ne trouvez plus de chaussures à votre pied. C'est-à-dire que dans le commerce, les chaussures ne vous permettent pas de rentrer dedans et donc vous allez forcément devoir vous faire opérer. Vous pouvez avoir un hallux valgus assez développé d'un point de vue esthétique, mais qui ne fasse pas mal. Dans ce cas-là, c'est plutôt du registre du pédicure-podologue. Ça déforme juste les chaussures. On reconnaît les gens qu'on a parce que les chaussures sont déformées d'ailleurs. Mais oui, mais il faut qu'elles se déforment, les chaussures. Elles sont là pour ça. Ouais. Et il ne faut pas avoir peur de les changer régulièrement. D'ailleurs, ce que je conseille aussi, c'est toujours d'en avoir plusieurs paires. Jamais une seule. Pour des raisons d'abord d'hygiène, il faut que ça puisse s'aérer pour éviter les mycoses, parce que les mycoses, elles aiment bien la chaleur et l'humidité, et surtout le fait de varier entre plusieurs modèles et de jamais porter la même chaussure le même jour va changer un petit peu les zones de pression sur votre pied. Ça veut dire que tous les jours, vous conseillez de changer de paire de chaussures ? Absolument. Ou d'alterner, ouais. D'alterner entre 2-3 paires. Aussi, je vais le préciser, mais il faut changer de chaussettes tous les jours. Je le précise parce que tout le monde ne le fait pas, et c'est très important. Chaussettes, 100% coton, ça va permettre d'aspirer la transpiration. Comment ça, tout le monde ne le fait pas ? Est-ce que les gens qui viennent nous voir au cabinet n'ont pas changé leurs chaussettes ? Oui, en fait, les pieds sont cachés. Les pieds, on les oublie un petit peu. Ils sont laissés pour compte, et c'est pour ça qu'on vient en parler aujourd'hui. Il faut changer ses chaussettes tous les jours, et également de chaussures. C'est quoi le risque de ne pas les changer ? À part quel risque de sentir un peu les pieds ? Oui, alors le risque, ça va être de souffrir de trop de transpiration dans sa paire de chaussures, risquer de développer des mycoses, des verrues plantaires qui vont aimer chaleur et humidité. Donc c'est la partie, la chaussette, très importante pour protéger votre pied des ampoules aussi, qui doit être régulièrement changée, et ne pas hésiter à les jeter lorsqu'elles sont usées. Les coureurs, les runners, sont très sensibles à ça. Ils savent quelle est l'importance d'une paire de chaussettes justement pour pas attraper d'ampoules et pour pouvoir faire des performances. Donc peut-être qu'on est moins sensible quand on court pas au choix des chaussettes. On prend souvent les moins chères, alors que c'est important. C'est hyper important. Alors effectivement, le runner, il va avoir des chaussettes avec des technologies pour protéger un petit peu le pied, des ampoules, des zones de pression, un petit peu gainantes, des fois c'est intéressant. Alors pourquoi gainante ? Parce que ça va favoriser le retour veineux. Il faut savoir que le pied, c'est comme un deuxième cœur. Il y a une semelle veineuse extraordinaire sous votre pied. À chaque pas que vous allez faire, ça va remonter votre sang dans le sens inverse de la gravité, et avec des petites valves dans vos veines, ça va retenir le sang, et à chaque pression de vos muscles et de vos pieds, ça va remonter et ça va vous irriguer un petit peu le cerveau. Donc ça, c'est pas plus mal aussi. Mais est-ce que ça veut dire que si on a les pieds froids, par exemple, ça veut dire que le sang circule mal ? Ça peut être le cas, effectivement. Alors, je mets de côté tout ce qui est pathologie
type, on va dire, acrosyndrome. Ça va être tout ce qui est maladie de Raynaud. Si par exemple vous avez des orteils qui 1 sur 2 sont tout blancs ou tout violets, ça veut dire que vous avez les capillaires sanguins qui se contractent facilement sous l'effet du froid. Et là, le sang ne passe pas. Mais ça donne des pieds très froids. Effectivement, si on a des pieds qui sont trop serrés dans une chaussure, particulièrement attention aux personnes diabétiques qui vont pas forcément sentir ce genre de choses-là. On va serrer les pieds, le sang va moins bien passer, le sang il est chaud, donc votre pied est froid. D'accord, c'est pour ça qu'on a les pieds froids. Oui, c'est ça. Les pieds, ils ont besoin d'être utilisés, ils ont besoin de marcher de manière confortable. Aujourd'hui, on ne se sert pas assez de ses pieds. On est trop assis. Il faut savoir que chez les enfants, vous avez 36% des enfants de 4 ans à 10 ans qui ne respectent pas les recommandations de l'OMS en termes de sédentarité, et ça monte à 73% chez les enfants de 11 ans à 17 ans. Et chez les adultes, c'est 60% des adultes qui ne respectent pas suffisamment les recommandations en termes de marche, d'activité physique. Il faut bouger bien plus, il faut s'en servir de ces pieds, ils sont là pour ça. Alors avant, les pieds, c'était le seul moyen de locomotion chez nos ancêtres. Maintenant, ils sont en concurrence avec beaucoup d'autres moyens de locomotion. Mais c'est ça, en fait, avant on n'avait pas le choix. On faisait de l'activité physique sans s'en rendre compte finalement. Aujourd'hui, il faut reprendre l'habitude de se servir de son corps. Il est là pour ça. Si je vous disais qu'il y avait un médicament qui vous permet de réduire votre mortalité, réduire votre risque de diabète, réduire votre risque de maladie cardiovasculaire, qui ne présente aucun effet secondaire, qui est absolument gratuit, qui n'a pas besoin du coup d'être remboursé par la sécurité sociale. Bah ça, c'est la marche. La marche, c'est un super pouvoir que vous n'utilisez pas assez. Et je tiens à dire aussi que le déficit de la sécurité sociale, c'est aujourd'hui à peu près 14 milliards. Et bah aujourd'hui, le coût de la sédentarité, devinez, c'est 14 milliards. Ça revient un petit peu au même. Donc, si les gens marchaient plus, ils auraient énormément de bienfaits sur tous les paramètres de leur santé. Les dernières études disent qu'il faut marcher 5 minutes toutes les 30 minutes. Bon, alors on a eu les 10 000 pas. Bon, en gros, il faudrait marcher combien et à quel rythme ? Alors, je vais vous dire pour les enfants, les adultes et les personnes âgées. Les enfants, il faut faire 60 minutes d'activité modérée. De marche rapide, de s'amuser dans un parc, bref, de bouger, simplement. Pas besoin d'être essoufflé. 60 minutes tous les jours. Et ensuite, vous devez faire 2-3 séances de sport par semaine. 20-30 minutes, ça suffit largement, c'est déjà utile. Mais là, c'est de l'activité intense, d'accord ? Ensuite, vous passez à l'adulte. L'adulte, c'est 30 minutes de marche, d'activité physique modérée, tous les jours. Et en plus, il faut 1h15 de sport par semaine. La personne âgée, c'est un petit peu différent parce qu'avec le temps, elle va perdre un petit peu de muscle. Donc, elle doit faire ses 30 minutes d'activité physique modérée comme tout le monde. Elle doit faire 1h15 de sport par semaine comme tout le monde. Mais en plus, elle doit faire des exercices de renforcement et d'étirement 5 fois par semaine, c'est conseillé. Alors, tout ça, c'est des ordres de grandeur. Il faut savoir qu'il n'y a pas de recommandation stricte en disant il faut 30 minutes d'affilée. Vous pouvez faire 3 fois 10 minutes. C'est tout à fait satisfaisant. Si par contre, vous vous dites que j'ai fait 2h30 de sport dans la semaine et le reste du temps, je reste avachi, ça ne marche pas. Il faut être actif tous les jours. Et les effets, ce sont lesquels ? Alors, déjà, si vous vous tenez simplement moins assis de 3 heures par jour, donc simplement 3 heures par jour, vous vous levez. Même pas marcher. Mais vous prenez un café, vous discutez avec des collègues, vous êtes debout. Juste pendant 3 heures debout. La station debout, donc. La station debout. C'est ça, ouais. Donc, si vous êtes moins assis de 3 heures par jour, vous gagnez 2 ans d'espérance de vie. Si maintenant vous vous mettez à marcher 30 minutes par jour et vous suivez les recommandations de l'OMS, vous gagnez 5 ans d'espérance de vie supplémentaire. Mais c'est pas simplement le temps de marche qui est important, c'est aussi la vitesse. Et là, c'est très intéressant parce que lorsque vous passez à une marche rapide, c'est-à-dire 6,5 km/h, c'est-à-dire que vous pouvez parler, mais vous êtes à la limite d'être essoufflé. Vous faites ça tous les jours, 30 minutes de marche rapide, vous pouvez gagner
entre 7 et 12 ans d'espérance de vie supplémentaire. C'est pas génial ça ? Oui, en plus, ça fait maigrir. Vous avez calculé, donc on pouvait perdre 1 kilo par mois. Et sur 12 mois, ça fait 12 kilos sur l'année. Oui, c'est ça. Alors, en termes de dépenses énergétiques, vous pouvez perdre, effectivement, si vous marchez 30 minutes par jour, l'équivalent de 1 kilo par mois. Et si par contre, vous faites la même durée, mais en vitesse rapide, vous pouvez espérer jusqu'à 2 kilos. Ça n'empêche qu'il faut quand même garder un... Oui, voilà, il faut du rythme. Il faut du rythme et il faut aussi, bien sûr, avoir une alimentation qui est correcte. Mais du point de vue de la dépense énergétique, c'est effectivement les gains que vous pouvez espérer. Alors l'homme est un bipède permanent, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, et c'est le mot permanent qui est important. Voilà, c'est le mot permanent parce qu'effectivement, vous avez les oiseaux qui peuvent se tenir sur deux pattes, mais pas toute la journée comme nous. Nous, c'est vraiment notre corps. C'est magnifique d'un point de vue ingénierie. C'est une machine qui dépense très peu d'énergie au final. Le pied, avec sa voûte plantaire qui vient s'affaisser naturellement, stocker de l'énergie et la restituer, va vous permettre de vous tenir debout et de pouvoir déambuler toute la journée en dépensant très peu d'énergie. D'ailleurs, nos ancêtres pratiquaient ce qu'on appelait la chasse à l'épuisement. Ça, c'est quelque chose que très peu d'animaux carnivores peuvent faire. Vous allez suivre une antilope pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et nous, grâce à notre transpiration, on va se refroidir, et parce qu'on dépense très peu d'énergie avec nos pieds et nos jambes, on va pouvoir littéralement épuiser sa proie. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de faire aujourd'hui, mais c'est pour vous dire à quel point nous avons un super pouvoir avec nos pieds, et nous l'utilisons pas suffisamment. Des pieds en pleine santé, on en parle avec mon invité Pierre Schlienger ce matin, notamment créateur de la chaîne YouTube Allo Podo et qui publie Prenez soin de vos pieds. C'est votre premier livre. On parlait des pieds là, qui ont été conçus pour marcher pieds nus à l'époque. Aujourd'hui, c'est une bonne ou une mauvaise idée de marcher pieds nus ou de courir pieds nus comme c'est un peu la mode ? Alors, mis à part les personnes diabétiques qui ont des risques de plaies au niveau du pied, c'est absolument bénéfique de marcher pieds nus. On est fait pour ça. Il faut savoir qu'il y a plus de 7000 capteurs sensitifs au niveau de vos pieds et qui vont nourrir tous les muscles dits intrinsèques. Ce sont des muscles à l'intérieur du pied qui vont lui donner du tonus. Et ça, c'est bénéfique pour prévenir de nombreuses pathologies. Chez l'enfant, c'est très important de marcher pieds nus. Le bébé, jusqu'à l'acquisition de la marche, on le contraint très très peu dans des chaussures, des chaussons l'hiver pour le protéger du froid, mais c'est tout. Et donc à partir de quel âge des chaussures ? Parce que vous savez, il y a cette mode de chaussures adultes qu'on fait pour bébé maintenant. Oh non, les chaussures... On parlait des sneakers, maintenant il y a les petites Jordan, les petites Nike. Généralement, on va apprendre vraiment à marcher à l'intérieur des maisons. Et pour protéger le pied à l'extérieur, à l'acquisition de la marche, on commence à mettre des chaussures. Et les chaussures, elles doivent être les plus souples possibles. On doit pouvoir les déformer dans tous les sens pour laisser le plus de liberté possible à ce pied pour qu'il puisse se déformer, se muscler, creuser sa voûte plantaire. Il faut savoir que le pied plat chez le nourrisson est absolument normal et va progressivement se corriger vers l'âge de 4-5 ans à peu près. Donc, tout seul. Tout seul. Ouais. Alors, la majorité du temps. Sans semelle. La majorité du temps, c'est absolument pas nécessaire de faire des semelles orthopédiques jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Au-delà, jusqu'à 8 ans, si l'enfant ne se plaint pas, c'est vraiment au cas par cas. Et surtout, ça va être motivé s'il y a des douleurs de pied, s'il y a une fatigue rapide des pieds, et également si on repère une usure anormale des chaussures, par exemple une usure très rapide ou une usure asymétrique. D'accord. Maintenant, il y a des semelles 3D, d'ailleurs. Ouais, alors là, on a fait des bons en termes de technologie pour pouvoir faire des semelles de plus en plus efficaces. Nos cabinets s'équipent de manière à répondre le plus possible aux enjeux de la technologie. Et il faut savoir que, alors, les semelles en 3D vont pas être plus efficaces que les semelles
qu'on fait traditionnellement, mais elles sont plus facilement reproductibles et quantifiables. Et c'est important pour nous de pouvoir enrichir notre clinique de données, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent les bienfaits des semelles sur nos pieds et sur notre marche. Oui, mais alors on prend la forme de votre pied, puis voilà, et après c'est fait sur l'imprimante 3D, enfin c'est magique. Oui. C'est remboursé de la même façon par la Sécu ? Exactement, c'est remboursé de la même manière. Alors, le choix de comment on va faire une semelle orthopédique, c'est vraiment le pédicure podologue qui va choisir ça. Les semelles, on peut en faire des classiques, des thermoformées, donc moulées au pied, on peut en faire en 3 dimensions. Elles sont toutes, de manière générale, sur mesure, à la fois par rapport à la problématique de votre pied et par rapport aux chaussures que vous nous donnez. Bien évidemment, souvent, plus vous avez des chaussures souples et larges, et plus on fera des semelles efficaces. Quelle est la bonne coupe d'ongles de pied ? Alors, la coupe d'ongles, c'est hyper important pour prévenir les ongles incarnés. La bonne coupe, c'est simple, c'est une coupe qui est droite. On va éviter de couper dans les angles. Si vous voulez donner... On fait pas un arrondi en suivant l'ongle ? Non, alors on va éviter. Si l'angle a tendance à rentrer dans la chair, vous pouvez légèrement limer sur les côtés. J'ai bien dit limer, pas couper. Comme ça, vous risquez pas de faire une mauvaise coupe, parce que des fois, on va couper un peu à l'intérieur. Il va y avoir un trait de coupe qui va se prolonger dans l'ongle, et ensuite, on va tirer dessus, et ça va partir très mal ensuite. Ce qui va se passer comme phénomène, c'est que lorsque vous coupez dans l'angle n'est plus occupé par votre ongle, et c'est la chair à côté qui va se rabattre sur l'ongle. Votre ongle va pousser et avec la croissance de l'ongle, il va rentrer à nouveau dans la peau. Et ça va donner un cercle vicieux où vous allez couper de plus en plus en profondeur dans votre ongle, il va s'incarner de plus en plus tôt. Donc la coupe, elle doit être pas trop courte, bien droite, légèrement limée dans les angles. Si jamais vous avez des douleurs dans les sillons, c'est-à-dire le côté des ongles, dans ce cas-là, vous pouvez mettre quelques gouttes d'eau oxygénée, vous brossez avec une brosse à ongles. Si vous n'en avez pas à la maison, une brosse à dents avec le poil dur, ça fait très bien l'affaire aussi. Vous brossez un petit peu. Généralement, ça suffit à faire passer les petites douleurs dans les sillons. Si ce n'est pas le cas, vous consultez un pédicure podologue qui pourra éventuellement détecter des malformations d'ongles. Par exemple, un ongle dit en volute, c'est un ongle qui va être courbé. Et ces ongles-là vont éventuellement avoir besoin d'une correction grâce à ce qu'on appelle une orthonixie, une petite barrette qu'on pose sur l'ongle et qui le redresse. Quand ça tient ? Alors, il y a plusieurs types d'orthonixie et il y en a qui tiennent très bien. D'accord. Mais voilà. Mais parfois, ça ne tient pas. Parfois, ça ne tient pas, surtout chez les patients sportifs, les coureurs. Voilà. Pas hésiter à avoir des chaussures bien larges. Orthonixie. On dirait un petit bijou d'ongle. C'est comme l'orthodontie c'est ça, pour les dents. C'est des bagues. C'est un peu comme des bagues pour les ongles. Mais c'est pas une correction définitive comme l'orthodontie. Généralement, ça va pouvoir vous permettre de passer un cap. Si votre peau s'est rabattue et qui s'incarne, on redresse l'ongle un certain temps. Généralement, on va faire des pauses d'orthonixie pendant 1 an. Et ensuite, l'ongle, lorsqu'il a récupéré sa place, là, il suffira de le couper à nouveau bien. Et vous êtes tranquille. Et pas trop court. C'est ça que j'ai compris dans votre livre. Il faut éviter de couper ses ongles de pied trop courts parce que ça peut être à l'origine de petits problèmes quand même. Alors attention, les ongles de pied poussent moins vite que les ongles des mains. Absolument, ils poussent presque 2 fois moins vite, d'1 millimètre, 1,5 millimètre par mois. Et les personnes âgées, ça va pousser encore un petit peu moins vite. Particulièrement aussi les ongles qui ont été traumatisés par des chocs. Ça peut donner des ongles épais, des ongles un petit peu jaunes, cassants. C'est pas une mycose. Et voilà, c'est souvent confondu avec une mycose. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous avez un doute sur une tâche, déjà dites-vous bien que si vous avez des tâches symétriques, par exemple les 2 gros orteils, souvent c'est bien des chocs et pas une mycose. Donc là, il vaut mieux consulter un pédicure podologue pour faire la part des choses entre un ongle traumatique et un ongle mycosé. Mais on confond souvent. Qu'est-ce qu'on appelle le corps du fumeur ? Alors ça, c'est peu connu. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Lorsque vous avez trop de pression sur une zone de votre pied, il va y avoir une réaction naturelle de protection. Votre épiderme
va s'épaissir, ça va faire une couche de callosité. L'accumulation de couches de callosité sur une zone de pression particulière va donner un corps. C'est des callosités qui se sont agglomérées dans votre peau, généralement en forme pyramidale, donc ça va faire comme une écharde qui va vous piquer le pied, c'est très douloureux. Et le corps du fumeur, c'est quoi ? C'est une spécialité de corps qui est particulièrement rigide, souvent assez profonde, difficile à traiter. Moi, ce que je conseille, c'est de souvent le traiter avec ce qu'on appelle une turbine. Donc, c'est un outil, comme les dentistes d'ailleurs. Les gens sont souvent surpris de voir ça. Ça fait pas mal du tout d'utiliser cet instrument. Ça va vous permettre de traiter votre corps en profondeur et sans trop de douleur. Et ensuite, on va bien sûr prodiguer des conseils de chaussage, très important. Mais surtout pour arriver à la racine du problème, qui est donc la pression, on va généralement confectionner des semelles orthopédiques pour mieux répartir les pressions plantaires. Parce que, s'il vous plaît, je veux retirer de votre tête une idée reçue, c'est que les corps ont une racine. Ils n'ont pas de racine, c'est juste des callosités et c'est juste une sorte de pression. Parce que les gens confondent avec les verrues. Ben oui. Peut-être. Absolument. Parce que les verrues ont des racines. Les verrues ont un peu comme des racines. Ça ressemble à des filaments qui sont des racines. Des petits filaments, en fait. Ouais. Si vous regardez de côté un pied en coupe transversale, donc imaginons, je coupe mon pied dans le sens de la longueur, je regarde ma vue de côté de verrue, je vais voir des petits capillaires sanguins, elle va se nourrir de votre sang, et donc ça va faire des petits tuyaux, mais ces petits tuyaux, si vous les regardez par le bas, ça fait des points. Et souvent, une verrue, qu'est-ce que c'est ? C'est un amas blanc avec des petits points qui n'a rien à voir avec un corps. Alors, c'est contagieux, les verrues, c'est très contagieux. C'est pour ça qu'on vous demande souvent d'avoir des chaussures, des claquettes quand vous allez à la piscine ou dans les vestiaires ou dans des lieux qui sont très fréquentés. Oui, absolument, c'est contagieux. C'est contagieux avec les autres et avec soi-même aussi. Donc, surtout pas commencer à limer, à gratter votre verrue parce que vous allez vous en mettre partout. Une verrue, si elle fait pas mal, elle est petite, vous pouvez la laisser tranquille et peut-être qu'elle disparaîtra toute seule. Si par contre ça se met à grossir, à se développer, là il faut consulter. Et oui, dans les endroits fréquentés pieds nus, où il va y avoir de la chaleur et de l'humidité, salle de bain d'hôtel, salle de bain chez soi aussi d'ailleurs, les vestiaires, la piscine, on va essayer de protéger un maximum ses pieds, des claquettes, on va aussi avoir des chaussons de bain en latex, un peu comme les bonnets de bain, exactement de la même manière. Mais moi, je vais partir du principe, généralement, c'est qu'on se contamine quasiment tout le temps quand on va aller à la piscine. Donc, le réflexe que j'ai, c'est à chaque fois, avant de remettre ma paire de chaussettes puis de chaussures, je vais mettre un petit peu de gel hydroalcoolique sur le pied. Et ensuite, systématiquement, lorsque je rentre chez moi, je me lave les pieds à l'eau et au savon. Ça suffit largement. Tous les maniaques qui nous écoutent, là, c'est bon. Là. On a créé des nouvelles habitudes. On est mort, là. Vous dites des ongles mycosés que c'est vraiment une tannée. Pourquoi ? Alors, c'est un enfer parce que... Pourquoi ? C'est un enfer. Ah non, mais c'est un enfer. C'est un enfer parce que plusieurs raisons. Déjà, problème de diagnostic, problème de traitement. Il y a plein de souches de mycoses avec des catégories, des familles, des sous-catégories. Et on va avoir des traitements en pharmacie qui sont plus ou moins efficaces sur certaines pathologies, certaines catégories de mycoses. Et il peut arriver qu'on ait des patients qui soient en véritable errance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on les retrouve au bout de 4-5 ans sans jamais réussir à traiter leur mycose. Ils ont tout essayé. Ils ont un peu tout essayé et ensuite ils viennent nous consulter. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est tributaire de la durée de la pousse de l'ongle, donc 1,5 mm par mois maximum. Pour remplacer un ongle de grosso modo 1 cm, il faut entre 6 et 12 mois. Ça, c'est le minimum quand ça fonctionne bien. Donc, ça prend du temps, déjà. Ça prend du temps. Il ne faut pas être pressé. Et il faut aussi être sur le bon traitement, donc bien consulter un pédicure podologue qui va pouvoir éventuellement aussi vous préconiser de faire un prélèvement en laboratoire pour être sûr de bien savoir que c'est une mycose et pas un ongle traumatique, et aussi savoir quel type de mycose vous avez. Il y a 3 phases dans la mycose. 3 phases. Alors, la première phase, vous allez avoir une petite tache sur la partie terminale de l'ongle. Vous allez avoir une seconde phase. Dans ce cas-là, alors ça va arriver jusqu'à la moitié de l'ongle. Tout ça, ça va pouvoir être traité de manière locale, juste avec des vernis, assez efficacement.
Par contre, la troisième phase, c'est la phase où l'entièreté de votre ongle est atteinte jusqu'à sa racine. Dans ce cas-là, il peut arriver qu'on fasse appel non plus simplement au podologue, mais aussi au dermatologue qui va prescrire des traitements généraux. Ça passe vite de parler des pieds. Plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Prenez soin de vos pieds. C'est le titre du premier livre de Pierre Schillinger qui vient de nous en parler ce matin. Les conseils d'un podologue pour des pieds en pleine santé. Je rappelle qu'on vous retrouve également sur la chaîne YouTube Allo Podo, sur Insta également. Vous réécouterez l'émission podcast et sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur les chaînes YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et passez une très belle journée de santé avec vos pieds sur Beurre FM.